15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Inauguration d'une nouvelle salle de traitement d'eau pour le centre d'hémodialyse organisé par le ministère de la Santé. En Afrique, l'immigration d'Afrique subsaharienne vers l'Europe est donc de plus en plus périlleuse. Voilà pour les titres, bonjour à tous. À l'instar des autres pays musulmans, la République de Djibouti célébrera demain le nouvel an hégirien 1446. L'année hégirienne occupe une place importante dans la vie des musulmans à travers le monde. Elle est basée sur un calendrier lunaire qui ne constitue pas seulement un outil de datation, mais reflète également des dimensions religieuses, culturelles et sociales. L'année hégirienne a débuté avec l'hégire de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, de la Mecque à Médine en 622 de notre ère. Cet événement est considéré comme le commencement du calendrier islamique, devenant ainsi la base pour le calcul des dates et des événements dans le monde islamique. L'année hégirienne se compose de 12 mois et compte environ 354 ou 355 jours, ce qui la rend plus courte de 10 à 12 jours par rapport au calendrier solaire. Il est à noter que les musulmans se basent sur le calendrier hégirien pour déterminer les dates, notamment des fêtes telles que l'Aïd al-Fitr ou encore la grande fête de l'Aïd al-Adha, ainsi que pour le jeûne et la saison du pèlerinage chaque année. Ces célébrations sont d'une grande importance dans la vie des musulmans. Parmi les leçons tirées de cet événement historique majeur qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'islam et des musulmans figurent le sacrifice et la loyauté, la planification et le leadership sage, le courage et la patience, de plus de la coopération et de l'unité. Il convient également de rappeler que l'hégire n'est pas seulement un événement historique, mais également une source d'inspiration et d'enseignement pour nous tous sur la manière de faire face aux défis et aux difficultés avec foi, planification et coopération. Dans l'actualité, toujours le ministre de la Santé, a procédé à l'inauguration d'une nouvelle usine de traitement d'eau pour le centre d'hémodialyse de l'hôpital général Pelletier. C'était durant ce week-end. Cette cérémonie a vu la participation du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs, du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, du directeur général du CHUD, Dr Omar Mahmoud, du responsable du service de néphrologie, Dr Daher Abdelkarim, ainsi que de l'ensemble des responsables et hauts cadres du CHUD. Cette usine de traitement d'eau d'une capacité d'utilisation annuelle de 5 000 mètres cubes pour la production d'eau biosmosée ultra pure pour les dialyses contribuera notamment à améliorer la qualité des services qui leur sont fournis. A noter que le service de dialyse de l'hôpital général Pelletier, qui est la référence nationale, prend en charge les patients qui présentent des insuffisances rénales. Les patients sont traités par hémodialyse par l'intermédiaire d'une machine de dialyse. La technique d'hémodialyse est très consommatrice d'eau avec la nécessité de fabriquer de l'eau biosmosée ultra pure. Et c'est dans cette optique que la direction du CHUD a fait l'acquisition de cette nouvelle usine de traitement d'eau d'une valeur de 50 000 $. Suivant l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, qui a souligné dans une brève déclaration l'importance cruciale de l'unité de dialyse de l'hôpital général Pelletier, qui est une artère vitale indispensable pour de nombreux patients djiboutiens souffrant d'insuffisance rénale. Lors de son discours d'ouverture, le ministre a exprimé sa grande satisfaction d'avoir présidé la cérémonie d'inauguration de la nouvelle unité de traitement d'eau au centre de dialyse qui sert les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Il a précisé que cette nouvelle unité remplacera l'ancienne installée il y a une vingtaine d'années avec l'ouverture du centre de dialyse à l'hôpital général Pelletier. Dr Ahmed Roble a indiqué que ce centre est le seul de son genre dans notre pays, notant que la nouvelle unité est dédiée au traitement d'eau fourni aux machines de dialyse au nombre d'environ 20 par le service national des eaux et de l'assainissement afin de garantir une eau pure et exempte de microbes. Le ministre de la Santé a qualifié cette unité de colonne vertébrale du centre de dialyse financé par le gouvernement. Il a également exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements aux hommes et aux femmes travaillant à l'hôpital général Pelletier ainsi qu'aux responsables et médecins du centre et les infirmiers.
Le camp de Doralé de la garde-côte djiboutienne a été ce samedi l'écrin qui a accueilli avec faste et honneur le général de corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, pour célébrer la remise de la médaille de l'Union militaire remise par la Fédération de Russie. Cette occasion spéciale représente un moment tant attendu par le commandant de la garde-côte et l'ensemble des personnels pour rendre hommage à un illustre fils de notre nation. Le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a été accueilli à son arrivée au camp de Doralé par le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne. Le général de corps d'armée a ensuite passé en revue le piquet d'honneur des troupes de la garde-côte ainsi que les officiers qui étaient rassemblés en son honneur. Et dans son discours prononcé à l'occasion de cet important événement, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bourré, a indiqué donc qu'ils étaient réunis aujourd'hui pour célébrer le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, dont la carrière illustre un engagement inébranlable envers notre nation depuis 1977. Son leadership a été un phare de stabilité et de progrès, renforçant notre sécurité nationale à travers des décisions stratégiques éclairées et un dévouement sans faille envers nos forces armées. Sous sa direction, a poursuivi le colonel Bourré, nos troupes ont été guidées avec sagesse à travers des défis complexes témoignant de son courage et de sa détermination infatigable. La récente remise de la médaille de l'Union militaire par l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti souligne son statut de leader international, reconnaissant son expertise militaire et son engagement envers la paix mondiale. Ces distinctions témoignent également de son influence significative au-delà des frontières de notre pays. Nous exprimons, a poursuivi le colonel Waïs Omar Bourré, aujourd'hui notre profonde gratitude pour le sacrifice personnel du général Zakaria Cheikh Ibrahim et son dévouement indéfectible à la défense de notre patrie. Son héritage restera une source d'inspiration pour les générations futures, symbolisant l'unité et la force de notre nation. Nous saluons également comme un héros national dont le nom restera gravé dans l'histoire de Djibouti pour ses contributions exceptionnelles à notre sécurité, à notre intégrité nationale. En conclusion, le colonel Waïs Omar Bourré a adressé ses sincères vœux de santé, de bonheur et de succès continu au général Zakaria Cheikh Ibrahim et qui continue de guider donc notre nation sur la voie de la prospérité et de la sécurité et que son exemple inspire tous ceux qui servent sous notre drapeau avec courage et dévouement.
Les festivités se sont ensuite poursuivies avec des animations musicales exaltantes à la garde côte djiboutienne, la nation et le général de corps d'armée, Zekala Cheikh Ibrahim. Les mélodies patriotiques et les chants de bravoure ont résonné dans l'enceinte du camp, suscitant fierté et émotion parmi les participants. Dans le reste de l'actualité, l'agence djiboutienne des routes a organisé au Palais du Peuple une réunion cruciale en vue des travaux de réhabilitation et d'élargissement des routes Djibouti-Arta notamment. La réunion présidée par le directeur général de l'ADR, Souban Saïd, a rassemblé diverses parties prenantes pour discuter des préparatifs et définir les étapes clés du projet. Le directeur général de l'ADR a ouvert la séance en soulignant l'importance stratégique de cette initiative pour améliorer la connectivité et renforcer l'infrastructure routière du pays. Les discussions ont porté sur plusieurs aspects techniques et logistiques, y compris la planification des travaux, les mesures de sécurité à mettre en place et les implications environnementales. Les parties prenantes, comprenant des représentants du gouvernement, des entreprises de construction et des experts en infrastructure, ont échangé des idées et des recommandations pour assurer le bon déroulement du projet. Et parmi les points saillants de la réunion, il a été décidé de mettre en place un comité de suivi pour superviser l'avancement des travaux et garantir le respect des délais. Le projet de réhabilitation et d'élargissement des routes Djibouti-Arta est prévu de commencer dans les semaines à venir. Il s'inscrit dans le cadre du plan national de développement des infrastructures. Suivant l'intervention du directeur général de l'ADR. On a déterminé une importante réunion qui visait
a informé les acteurs impliqués dans le projet d'élargissement de la route numéro 1 de la date de démarrage de ces travaux. Les travaux débuteront le 8 juillet et seront réalisés par l'entreprise Hauck. Ces travaux sont financés avec l'appui de la Banque mondiale. Le contrat prévoit l'élargissement de la route. Il prévoit aussi la gestion, la maintenance et l'entretien durant une période de 7 ans. Le contrat prévoit aussi la mise en place de stations de pesage des camions, le site de PK18. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet fait partie d'un programme initié en 2019 par le chef de l'État. Il est prévu de réhabiliter et de moderniser nos routes transfrontalières. Et dans le dossier de cette édition, à Djibouti, comme dans le reste de l'Afrique, l'artisanat constitue une activité importante de création de revenus, une activité également génératrice d'emplois et ce faisant qui participe à son niveau de développement économique durable. Développement économique durable, conscient de ses retombées, surtout dans la lutte contre la pauvreté, les gouvernements djiboutiens ont opté pour une stratégie nationale susceptible de favoriser la mise en place d'un cadre propice d'expression et de promotion de l'artisanat à Djibouti. L'Afrique est un continent regorgeant d'innombrables œuvres d'art agréablement appréciées par les restes du monde. Cette richesse du patrimoine culturel est un facteur stimulateur du développement, influant sur des secteurs tels le tourisme ou l'artisanat d'art, créant des revenus ou des activités considérées initialement comme accessoires et qui, au fur et à mesure, deviennent des véritables spécialisations du fait de l'existence d'un marché porteur. Pour ce faire, les autorités politiques se sont jointes à l'idée d'organiser ou de procéder aux diverses initiatives au profit du monde rural et de l'artisanat afin de permettre aux artisans de libérer leur génie créateur et de produire des belles pièces. Les objets d'art comme les bijoux et les porte-clés perlés, les vanneries, les divers objets décoratifs présentés par les artisans lors de la semaine commerciale de l'artisanat du coopératif des femmes du milieu rural, un événement purement culturel qui s'est tenu à Boadimol et aussi tout récemment lors de l'atelier axé sur les industries culturelles et créatives à la Bibliothèque nationale où les expositions des objets d'art aux différents stands reflétaient la volonté émancipatrice de ces artisanes mais également la richesse de notre patrimoine artisanal. C'est pourquoi le ministère de la Femme et de la Famille, les ministères de la Jeunesse et de la Culture, principaux organisateurs de l'événement, ont transformé un site 6 à l'entrée du Bois d'Imol en un dédale de stands d'exposition des productions artisanales. Ces femmes artisanes n'ont rien laissé au hasard pour étaler leur savoir-faire auprès des visiteurs des marques qui se sont déplacés pour l'occasion. Mais à côté de ces commerces qui génèrent des revenus, il y a lieu de reconnaître que c'est la conscience morale et patriotique qui incite et motive tous les acteurs politiques à la protection de ces patrimoines culturels qu'il faut à tout prix préserver. Il est à savoir que ces produits artisanaux ont un aspect positif sur la promotion culturelle en général et permettent également la multiplication des microcrédits, des financements, des développements des coopératives d'artisans producteurs. L'époque où les artisans ne disposaient pas des supports promotionnels et publicitaires qui constituent des handicaps pour l'essor du secteur artisanal est révolue, car l'artisan bénéficie aujourd'hui d'une attention spéciale des opérateurs économiques, d'institutions publiques capables d'améliorer ses conditions de travail et de lui conférer un statut professionnel sur les marchés de l'art. Dans cette ère numérique en constante évolution, les artisans ont une démarche entrepreneuriale qui intègre un plan de marketing. Il y a des entreprises à vocation culturelle et Hidayelo en est un parfait exemple vivant. Ça fait bouger le pays, ça booste le pays, ça donne à la jeunesse un avenir. Et c'est des secteurs vraiment créateurs d'emplois et générateurs de revenus. C'est très important. On pense que quand on fait le design, c'est juste une personne qui va faire le dessin, qui va coudre. Il y a une personne qui va faire le dessin. Il y a d'autres personnes qui vont coudre, mais à côté, il y a tous les accessoires. Il y a les accessoiristes, ceux qui vont faire les bijoux, ceux qui vont faire les chaussures, ceux qui vont faire le make-up, ce qu'on appelle make-up artiste. Il y a les coiffeurs. Donc ça englobe beaucoup d'emplois. Et ça va même dans le secteur du cinéma, dans le secteur du théâtre, les costumiers, par exemple. Bien structuré et bien organisé, l'artisanat djiboutien peut aujourd'hui nourrir les artisans qui s'y consacrent. Un secteur prometteur, une dynamique entrepreneuriale qui constitue une source de revenus pour des gens qui travaillent avec une diversité de matières. Avec la volonté politique et la bonne organisation de ces secteurs,
L'artisanat contribue aux efforts de lutte contre le chômage et de ces faits participe à la réduction de la pauvreté. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la sous-direction régionale d'Obok a inauguré ses activités sportives estivales dans une ambiance des plus festives au complexe sportif local. L'après-midi a été marqué par une série de compétitions et de démonstrations sportives devant un parterre d'invités et de spectateurs venus en nombre. Et le football a dominé le programme de la journée. Les deux équipes en lice ont montré du beau football et ont offert un spectacle digne de grands matchs. Outre le football, l'événement a également mis en avant d'autres disciplines sportives, volleyball et handball féminin ont également été au programme. La journée a été aussi marquée par une impressionnante démonstration de l'art martial Van Lan Vodaou. Devant une foule dense, les adeptes de cet art martial ont exécuté des mouvements précis et gracieux, offrant un spectacle visuel fascinant. Et cette démonstration a été une véritable révélation pour les jeunes de la région d'Obok qui ont découvert une nouvelle discipline sportive avec beaucoup d'intérêt. L'événement a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités éminentes de la région. Ces activités sportives estivales qui se dérouleront tout au long de la saison d'été ont plusieurs objectifs. Elles visent non seulement à occuper la jeunesse locale de manière saine et constructive, mais aussi à détecter les jeunes talents sportifs qui pourraient représenter la région à un niveau plus élevé. Écoutons le préfet de la région d'Obok pour plus de précisions. Juillet 2024, nous avons procédé au lancement des Jeux d'été. Ces Jeux d'été sont diversifiés. Donc ce matin déjà, nous avons procédé à l'ouverture des Jeux liés à la natation, que ce soit la natation ou le plongeon à l'escale. Et cet après-midi, nous avons lancé le reste des jeux, c'est-à-dire le football à 7, le volleyball, la pétanque et même le karaté. Ces jeux sont initiés par le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Kamil, que nous remercions amplement avec tous les outils, que ce soit infrastructure ou matériel, qu'il a remis à la jeunesse d'Obok pour que ces jeunes puissent s'orienter vers les sports et en évitant ainsi les autres dérives, que ce soit donc les drogues ou le CAD, ainsi de suite. Et sous l'égide du secrétariat d'État au sport, toujours la sous-direction régionale d'Obok a organisé une compétition de plongeon acrobatique à l'escale d'Obok. Cet événement a permis aux jeunes talents de la région de montrer leurs compétences dans le domaine du plongeon acrobatique. Les participants repartis en différentes catégories en fonction de leur âge, ont offert un spectacle aux spectateurs présents. Les sauts gracieux et les acrobaties audacieuses ont captivé le public qui n'a cessé d'applaudir. Et à la fin de la compétition, plusieurs participants se sont démarqués pour leur technique et leur habileté. Ils ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des trophées qui a eu lieu sur place. Cette compétition a mis en lumière les jeunes talents de la région d'Obok et a permis de promouvoir ce sport auprès du grand public. Et c'est spécialement pour les jeunes du Nord. En même temps, enfin, il y a des 20 jeunes qui ont participé sur ce concours. Et en final, on a sélectionné plus de jeunes pour comprendre sous le charge du complexe. Et là, c'est une initiative, très bonne initiative de la part du secrétariat d'État chargé des sports. Et cela, nous remercions la secrétaire générale du secrétariat d'État, Mme Khadija, et ainsi que son Excellence Hassan Mohamed Kamil. Fait divers pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les bataillons interarmés d'Ali Sabié, les éléments de la police, détachement d'Ali Sabié, a intercepté à proximité périphérique de Galilée une importante quantité de marchandises de cadres de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était au poids total estimé à 2400 kg. Les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence des responsables. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de cadres de contrebande à importer et à vendre dans les marchés nationaux sont saisis et détruits par les corps en uniforme de la région d'Ali Sabié.
En nouvelles du monde à présent, plus en plus de migrants et de réfugiés en Afrique se dirigent vers le nord en direction de la Méditerranée ou de l'Europe, traversant des itinéraires périlleux dans le Sahara où des bandes criminelles les soumettent à l'esclavage, au prélèvement d'organes, au viol, à l'enlèvement pour obtenir une rançon et autres abus. Un nouveau rapport publié hier par les agences des Nations Unies chargées des réfugiés et des migrations et par le Mixed Migration Center, un groupe de recherche estime que les traversées terrestres en Afrique sont 2 fois plus meurtrières que les voies maritimes à travers la Méditerranée, qui est l'itinéraire maritime le plus meurtrier pour les migrants dans le monde. Cette situation survient alors que de nombreux hommes politiques en Europe et ailleurs en cette année électorale importante ont attisé le sentiment anti-immigré ou s'en sont inspirés. Mais les conflits, les difficultés économiques, la répression et l'impact du changement climatique dans de nombreux pays du monde en développement ont néanmoins encouragé les flux de migrants à franchir les frontières au risque de subir des violences physiques ou de mourir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.